court, parce que le temps est un petit peu déjà en décalé cet après-midi. Donc on revient cet après-midi pour illustrer un peu plus la partie justement savoir et savoir-faire. Et donc on a voulu l'illustrer sur la partie, nous, à Grourbet-au-Périgord, quand la démarche s'est lancée en 2001, la première question c'était les semences, mais très rapidement, comme je l'ai dit ce matin, on s'est rendu compte qu'il y avait la problématique des savoir-faire associés et qu'il fallait se les réapproprier. Et donc cette réappropriation, elle se scinde, on peut dire, en différentes actions qui sont d'abord de les retrouver. Une fois qu'on les a retrouvés, il faut les acquérir, il faut apprendre à les maîtriser. Une fois qu'on les a maîtrisés, on les partage et on les transmet aussi. J'ai bien aimé la phrase de Claude sur le passeur de savoir, je trouve que c'est une belle image. Et donc on va faire deux focus avec Bertrand. L'échange avec les partenaires internationaux, donc on en a un peu parlé déjà ce matin, sur la partie plutôt retrouvée, mais aussi acquérir, partager et transmettre. Et le côté, les supports qui nous permettent d'acquérir, partager et transmettre, qui ont été mis en place par le collectif, comme les plateformes. On les essaie in situ dans les fermes, et puis très rapidement un balayage sur les formations, événements, publications, puisque ça, CBD a déjà bien illustré, et avec un petit focus sur l'animation. Donc la plateforme régionale sur les variétés paysannes, maïs et tournesol, qui est implantée tous les ans depuis 2001 en Dordogne, elle a un rôle très très important sur la partie acquisition de savoir. Donc dans les savoirs, Nathalie l'a dit tout à l'heure, c'est plutôt les connaissances sur les variétés, et savoir-faire, on inclut plutôt tout ce qui est pratique pour faire la sélection. Et donc l'objectif premier de cette plateforme, c'était de se dire d'accord, on collecte des variétés, on veut après les diffuser, mais en fait on ne les connaît pas, donc on ne sait même pas en parler. Quand on a des agriculteurs qui nous appellent, moi je voudrais une variété plutôt précoce, qui se comporte comme ci, comme ça. On ne sait pas si elle est précoce ou pas précoce, donc très rapidement on s'est dit voilà, il faut qu'on les voit, qu'on les observe. Une fois qu'on les a observés, on va pouvoir en parler et savoir si oui ou non on la diffuse, qu'est-ce qu'on en fait. Donc via des observations phénotypiques, des suivis en cours de végétation, des suivis à la récolte, et des suivis post-récolte, sur les rendements, la taille des épis, etc. Donc les photos que vous avez vues un peu défiler ce matin, ou celles-ci, ça c'est des notations post-récolte qui nous permettent de un peu plus caractériser les variétés. Et sur cette plateforme aussi, elle nous sert de support pour des programmes de recherche ponctuels. Donc comme on le disait, on a un lien, nous, avec la recherche sur des programmes spécifiques. Donc il y avait UFSO, Farm Site Opportunities, Solibam, la Pro Biodive avec les essais évolution, adaptation. Et aussi elle nous sert, cette plateforme, de test pour des protocoles de création variétale, alors en non isolé là, mais ça sert de support aussi pédagogique. Donc ça c'est la partie acquisition. Et cette plateforme, elle nous sert aussi de support pour partager et transmettre ces savoir-faire. Donc via la visite annuelle qu'on fait tous les ans, où on visite le matin la vitrine finalement, qui nous sert et à acquérir les connaissances et de vitrine, qui se scinde, on va dire, avec les variétés qu'on commence à connaître de plus en plus sur les fermes. Donc ça c'est l'aspect vitrine. Après on a les introductions qui sont de nouvelles variétés tous les ans qu'on peut un peu récupérer à droite à gauche, qu'on veut de nouveau observer pour savoir si oui ou non on les met dans le circuit. La création variétale, les expérimentations, et l'après-midi, les conférences thématiques. Ça dépend des années, ça dépend des opportunités, ça dépend des besoins, des demandes de terrain, donc sur les techniques de sélection, sur la valorisation en alimentation humaine, sur les expériences internationales, sur la sélection participative, etc. Et elle nous sert aussi de support ponctuel en fonction des demandes. Il y a des visites de groupe ou de délégation hors visite annuelle. Voilà. Alors après, on aime bien aussi souvent accentuer sur le fait que la plateforme chez nous, elle est assez visible, donc on en parle beaucoup, la plateforme d'AgroBio, toutes les variétés, etc. Mais il y a une très grosse partie qui est faite dans les fermes aussi, et qui est presque finalement plus importante, et c'est des questions qu'on a eues en collectif cette année aussi, de se dire est-ce qu'on ne réduit pas un peu le temps des animateurs sur la plateforme pour privilégier le temps des animateurs sur les fermes. Voilà, il y a eu tout un travail très important parce qu'il n'y avait rien il y a 15 ans, mais maintenant on commence à avoir un bon panel d'informations. Donc est-ce qu'on ne se recentre pas sur justement tout le travail qui reste à faire sur le savoir-faire et sur la mobilisation collective?
puisque le travail sur les savoirs et les variétés, on a déjà pas mal défriché, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc là, l'objectif, c'est observer les variétés en conditions réelles de production et donc avoir des retours d'expérience là, des producteurs via les feuilles de notation, comme vous pouvez voir là, avec Didier, ou lors de visites ou de suivi avec les animateurs dans les parcelles. Voilà, et là on voit un agriculteur, la dernière photo, qui tire un décamètre pour faire une longueur de 10 mètres et faire des observations sur cette longueur-là. Et les essais in situ, c'est aussi un lieu et un support de transmission et de partage des savoir-faire. De par les visites individuelles, donc visites individuelles avec un animateur et ou un référent professionnel sur une ferme. Donc on essaye de faire, pour la Dordogne en tout cas, une visite par an chez chacun des producteurs. Il y a eu un moment, ça s'était un peu essoufflé, là ça reprend, et donc la petite parenthèse, mais on voit vraiment en effet que le rôle de l'animateur est important, parce que là on redynamise, et notamment dans le cadre du projet ProAgriVive, il y a eu 2 ateliers collectifs l'an dernier, il y avait eu une réunion l'année précédente aussi, et on a senti vraiment que ces ateliers collectifs sur des thématiques en cours d'année, ça a remobilisé les agriculteurs pour se voir les uns les autres. Enfin, voilà, on arrive à une trentaine cette année de producteurs en Dordogne et ça faisait longtemps qu'on n'était pas à ce nombre-là. Donc visite collective, bout de champ, je l'ai dit, les formations, les ateliers, réunions, bilan, voilà, c'est dit. Donc là, je vais aller très rapidement sur ce sujet-là, parce que Claire et Claude l'ont abordé. La fête de la biodiversité cultivée, la première, elle a eu lieu en 2006 au Pays Basque, et c'était la fête des cueilleurs volontaires. C'était par rapport au contexte OGM, et c'était un soutien indirect et on va dire alternatif aux faucheurs volontaires, puisque l'idée c'était d'être plutôt dans une action positive. On va cueillir de la biodiversité plutôt que faucher les OGM, mais le message au final est le même. Et donc c'était le cueilleur volontaire, et puis après ça s'est transformé en fête de la biodiversité cultivée, parce que les contextes n'ont pas été les mêmes les années suivantes ou dans les départements dans lesquels elle a tourné. Parce que cette fête, elle avait eu lieu 2 ans au Pays Basque, 2 ans en Dordogne, 2 ans dans les Landes, 2 ans en Lot-et-Garonne. Et là, elle n'existe plus en Aquitaine pour le moment, mais voilà, elle existe en Poitou-Charentes, elle sera peut-être remontée. Voilà, ça a été à un moment un support fort de diffusion, de partage et de transmission des savoir-faire. Et après, il y a aussi toute cette diffusion qui est du coup par l'écrit, mais qui fonctionne, enfin l'écrit ou la vidéo, mais qui fonctionne bien aussi pour retransmettre les savoir-faire, les expériences. Donc c'est les publications techniques, les rapports de résultats, les livrets techniques, les fiches variétés, les articles de liaison ou maintenant les supports un peu plus vidéo, les films. Voilà. Alors, sur YouTube. Sur YouTube, voilà. Que cette magnifique jaquette en fait est visible sur YouTube, sur le site d'Agriculture Péricor. Enfin le film qui est dans ce... Et le rôle de l'animation, donc finalement, donc Nathalie voulait qu'on accentue sur les formes diverses et variées, mais je trouve que Nathalie l'a bien présenté. Moi, je vais surtout accentuer sur 3 choses. Donc l'aspect, on échange toujours beaucoup là-dessus avec Bertrand, que l'animateur au Brésil, c'est le facilitateur. Et c'est Frédéric du RSP ce matin qui l'a dit aussi. Il a dit quand on anime, quand on facilite. Il a dit ça à un moment dans son discours, donc ça m'a... Et je sais qu'il est souvent en lien avec l'Amérique latine, Frédéric du RSP. Donc ce côté facilitateur, c'est on facilite le travail des producteurs, du collectif, on facilite les liaisons entre les chercheurs, les producteurs, on fait que tout ça, ça roule un peu mieux, quoi. Et s'il n'y a plus d'animateurs qui ne facilitent pas, ça rend difficile le travail, ou ça rend inexistant, voilà. Et donc ça c'est quand même quelque chose d'important et qu'on ressent bien, et donc c'est pas rien ce rôle de l'animation au sein des collectifs, qui n'est pas toujours... incombé à des salariés, hein, qui des fois c'est des bénévoles ou des personnes référentes. Mais c'est ce côté faire vivre, donc faire émerger, faire vivre. Alors des fois elles existent déjà, mais c'est les maintenir, des fois c'est les faire émerger, des fois c'est développer, les mettre en réseau, les dynamiques et les collectives locales. Donc là j'ai rapidement listé des actions un peu ponctuelles qui sont faites, c'est-à-dire le lien téléphonique, les visites individuelles, l'organisation d'événements, de visites collectives, l'animation de réunions, recherche de financement, les notations, les suivis des faits. Tout ça qui montre que finalement l'animateur d'un collectif, c'est un métier. Alors là je parle un peu plus peut-être du côté salarié, mais enfin, c'est un poste polyvalent et qui demande d'avoir des compétences multiples. Et c'est pas donc toujours évident aussi de trouver l'animateur et d'avoir l'animation qui permet au collectif de vivre. Voilà.
Je sais pas si Nathalie, ça rebondit ça, ce que tu voulais sur l'animation. Et du coup, je vais laisser Bertrand un peu plus sur la partie toujours savoir-faire, illustrer. On a 5 minutes, même pas, parce qu'après... Oui, donc on avait dit de parler un peu des relations internationales, parce qu'en fait, ce matin, on a parlé des savoirs et des savoir-faire. Et en fait, on s'est rendu compte que dans les pays dits du Sud, ça a été dit ce matin aussi, hein, les gens n'avaient pas toujours les moyens de se payer les semences dites qu'on appelle, je crois qu'en Afrique, ils appellent les semences améliorées. Et donc, finalement, on s'est rendu compte que les savoir-faire, on était obligé de se tourner vers les pays dits du Sud, parce que ils avaient gardé cette tradition. D'où un peu les voyages au Brésil, les voyages au Guatemala, Bolivie. Et donc, notamment au-delà des savoir-faire, hein, on l'a vu Adrien Locanci tout à l'heure, donc sur des méthodes de sélection participative. Pour ceux qui sont un peu dans le réseau, on a beaucoup travaillé aussi avec Altair Machado, qui travaille au Brésil avec l'Embrapa, qui est l'équivalent de l'INRA chez nous. Donc, ils nous ont apporté pas mal de choses sur les sélections sur la sélection, notamment des seuils minimums sur le maïs, parce qu'on a parlé de dégénérescence ce matin, mais quel est le seuil de dégénérescence d'une population en maïs qui est allogame? Bon, alors, nous, on était dans les travaux qu'on faisait avant d'aller au Brésil, on était dans une totale direction vers la dégénérescence encore plus totale. Donc, on a appris, grâce aux Brésiliens qui avaient fait des expérimentations, puisqu'ils travaillaient depuis 20 ans avant nous là-dessus, qu'il y avait des seuils minimums, tels 250 individus, c'était pas mal. Donc voilà, on a appris pas mal de choses comme ça. Et surtout, lors d'un des derniers voyages, lors d'un des voyages au Brésil, on a ramené quelque chose d'intéressant, c'est le concept justement de maison de la semence. On ne s'en est pas rendu compte tout de suite quand on était au Brésil en 2003. Ce qui nous intéressait, nous, on voulait des références techniques, type le minimum d'individus, comment ils sélectionnent, les choses comme ça, comment préserver des variétés, les systèmes de séchage, comment éviter de se faire bouffer par les insectes, surtout en bio. C'était des choses comme ça qu'on a ramenées. Et en fait, on a rencontré plein de groupes qui étaient organisés en maison de la semence. Et on n'a pas fait gaffe que ça, c'était hyper important. Mais c'est que 2 ans après, il fallait qu'on s'organise un peu, parce qu'on était sollicité un peu partout en France par différents groupes qui s'intéressaient à la sélection participative. Et donc, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on s'organise. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait, on avait déjà on avait déjà rencontré une solution au Brésil avec le système de la maison de la semence. Donc forcément, on a fait des adaptations à notre façon à nous, à la manière de vivre en France, hein, parce qu'au Brésil, c'est pas tout à fait pareil. Le Brésil, c'est encore un pays où ils sont encore en phase de colonisation. Hein. Il y a beaucoup de communautés, et en fait, les communautés, c'est des territoires sur lesquels on a donné des concessions aux gens. Donc, et ils vivent de façon encore assez communautaire. Chez nous, une commune, c'est un village, c'est pas du tout pareil. Donc, il a fallu qu'on trouve des adaptations à nos systèmes à nous. Et ce qui est intéressant, c'est que quelques années plus tard, tiens, justement, Adrien, qu'on vient de voir là, est revenu en France, et il a vu les adaptations qu'on avait faites du système qui nous avait passé. Et quand il est revenu chez lui, il en a parlé, et ils ont retrouvé des adaptations sur nos adaptations. Voilà, et donc c'est comme ça qu'on progresse ensemble, et j'ai trouvé que ce système interactif, c'était intéressant. Donc il y a 2 ans, avec le réseau Semences Paysannes, on avait organisé les rencontres des maisons de la semence, justement. Et on a continué ce processus, et je crois qu'il va être encore de nouveau ce processus au mois de septembre à Pau, puisqu'il y a encore des rencontres sur les semences de résistance. Et d'ailleurs, nous, on va profiter de ce colloque pour qu'à notre visite annuelle de la plateforme, en fait, les intervenants qui vont aller à Pau et qui travaillent notamment sur le maïs, on va essayer de les avoir un peu quelques jours avant sur la plateforme pour pouvoir travailler sur des sujets un peu spécifiques, notamment du maïs. Et donc je pense qu'on aura Adriano Canci du Brésil, et puis peut-être 2 Colombiens aussi, et peut-être même une Chilienne aussi. Voilà, et donc ces gens-là, on va les retrouver à Pau, et je pense que dans des réunions comme ça, on est toujours frustré parce que forcément, il y a plein de monde, les rencontres sont assez brèves.
Mais souvent, en fait, l'information qu'on a eue sur le moment, parfois, elle ne nous semble pas utile vraiment, on la met dans un casier de notre cerveau, mais quelque part, le jour où on en a besoin, on la ressort, et donc ces rencontres sont toujours, en tout cas pour nous, nous ont servi beaucoup pour progresser. Et je pense que ce qui nous a plu aussi, c'est que les Brésiliens nous ont dit qu'on avait envoyé le retour. Quand ils sont venus, ils ont trouvé que les adaptations qu'on avait fait, comme j'ai dit tout à l'heure, leur avaient servi. Et cette coévolution me paraît intéressante et sympathique. Merci de votre attention. Je passe la parole à qui? Ah, mais il y a des questions. Oui, il y a une question. Vous avez envisagé de travailler avec les Chinois de l'autre côté? Parce que j'ai lu un article sur la sélection participative en Chine, et en particulier, il y avait des croisements contrôlés que j'ai l'impression qu'il n'y a pas là. Donc il y a peut-être d'autres aspects organisationnels de l'autre côté qui peuvent peut-être vous apporter quelque chose. Alors j'ai plus les détails en tête, en faisant la vidéo, j'ai vu ça. Par contre, s'il y a des groupes en Chine, pourquoi pas, ça nous intéresse de les connaître. Par contre, quant aux fécondations dirigées, on en fait dans des cas particuliers pour conserver des populations qu'on est en train de perdre ou pour faire des croisements auxquels on tient particulièrement. Mais bon, on a notre système à nous de croisement dirigé, notamment on fait souvent on protège les fleurs femelles. Et par contre, on fait une collecte des fleurs mâles qu'on mélange. On ne fait pas comme, je sais que dans les collections, on prend une fleur mâle féconde une fleur femelle. Nous, en fait, on prend la totalité des fleurs mâles qu'on sélectionne, c'est-à-dire qu'on enlève les incohérents, et on mélange tout, et on met le tout sur chaque fleur femelle, pour essayer justement d'éviter au maximum les dégénérescences, pour avoir un maximum de gènes mélangés. Cela dit, si vous avez des contacts sur la Chine, plus on est de fous, plus on rit. Donc, cela dit, c'est vrai qu'on dans notre réseau, il y a je ne sais pas comment on dit quand on est croisé de Laotiens et de Chinois, qui participent aux travaux. En parlant de contact en Chine, en fait, on a un projet à l'INRA qui vise à étudier justement l'organisation des échanges de semences paysannes dans certaines zones, donc notamment sur le riz. Et je pars moi-même en Chine en septembre prochain avec les collègues du CIRAD pour caractériser ces systèmes d'échange. Donc on est très intéressés pour échanger avec vous. Donc j'ai pris contact avec Laurent et Nathalie pour voir comment essayer de comparer un peu ces formes organisationnelles qui ont été présentées durant toute la journée aujourd'hui et puis ce qui se passe un peu ailleurs dans d'autres latitudes. Pour information, à Greveux-Périgord, on a un vieux rêve, ce serait d'arriver à implanter du riz pluvial en Périgord. On essaye Donc tous les ans. si jamais vous nous trouvez une semence qui pourrait correspondre à notre climat, on est toujours preneur. Ça fait 10 ans qu'on essaye. On a failli y arriver une année, mais on avait une récolte qui s'annonçait formidable. Et en fait, on était encore au stade laiteux-pâteux. On a eu une petite gelée à moins 4 de tout. C'est de l'agriculture de montagne, donc ils ont aussi ce problème-là. Et effectivement, ils ont des semences paysannes qui n'ont pas été concernées, qui ont échappé au système prôné par le Parti communiste chinois. Et donc c'est vraiment des trucs qui se baladent nulle part ailleurs, et notamment des variétés résistantes aux maladies. Je crois qu'ils en ont 19 qui se baladent un peu dans tout le territoire. Si vous avez un petit échantillon pour nous, et voilà. Les collègues du CIRAD comptent en ramener. Est-ce que vous avez des questions là, sur l'ensemble de ce qui vous a été présenté cet après-midi? Moi j'ai une question et peut-être aussi pour la suite de ce travail que je voulais déjà surtout la poser tout à l'heure par rapport à Jean-Marc parce que je suis là et que les produits m'intéressent, mais je crois que c'est vraiment pareil pour l'analyse et pour les autres, c'est l'influence des pratiques agraires, du type d'agriculture qu'on mène par rapport à la sélection. C'est-à-dire comment le type d'agriculture influence la sélection. Ça, on a quand même l'impression que, bon, étant bio, on a surtout travaillé sur le côté génétique, etc. Moi, j'ai de plus en plus le sentiment que nos pratiques agraires sélectionnent tout autant que bon,
le protocole brésilien, c'est évident que si on n'avait pas eu, c'est pas la peine d'avoir de pratique à faire, ça passe à l'ordre. Et voilà, moi j'aimerais bien qu'on poursuive ce travail. Est-ce que vous allez entamer et comment on peut le poursuivre sur ce thème-là? C'est peut-être plus une question pour Nathalie ou pour Laurent, ça. Enfin, je sais pas. C'est plus une question globale de recherche. Je prendrai ça au collègue. Alors moi je suis convaincu que les pratiques, indépendamment de la sélection, le milieu, les pratiques, enfin, ce que j'appelle le milieu, mais tu vas me dire encore, oui, pour moi le milieu, il y a des gens dedans. Alors disons les gens et là où ils vivent, et là où ils produisent, en fait, ont une influence majeure sur ce que tu récoltes et sur la génétique, j'allais dire, des plantes qui vivent là. Ça, c'est assez évident. Je pense que quand on regarde l'effet que peut avoir un éleveur sur ses prairies naturelles, par les actions qu'il va conduire, qui ne sont pas juste je balance mes animaux et puis mais il y a une vraie gestion de ces milieux-là, avec des fois aussi de laisser monter pour laisser drainer, etc. Donc il y a des modes de gestion traditionnels pour ces milieux naturels. Ce qu'on a un peu perdu, c'est que sur les cultures maintenant, puisqu'en fait on raisonne plus sous forme d'intrants que l'on met et que l'on articule, on est plus dans la maîtrise et moins dans le pilotage. C'est un peu la nature de ce que je voulais dire ce matin aussi. Piloter des processus de coévolution entre le paysan, le milieu dans lequel il est et les plantes qui ramènent dans ce milieu-là. Alors après, la question que tu poses, moi, elle me laisse un peu perplexe parce que finalement, tu demandes un peu, si je reformule ta question, tu demandes aux chercheurs d'analyser. Il y a des paysans, on va dire. Des paysans, Oui. mais en gros, ça serait un peu d'arriver à objectiver ça pour le donner à voir, c'est ça. Pour finalement légitimer l'action qui est faite en disant voilà, il y a une. Comment dire? Il y a une forme d'accroître encore plus la légitimité de faire ça de la façon dont on fait, dans le milieu dans lequel on est, et pas de sortir ça, etc. Alors ça, si tu veux, je pense que, c'était un peu de ma conclusion que je vais faire maintenant, comme ça on va gagner du temps, c'est la notion de local et de localement adapté. C'est-à-dire qu'en fait, là je travaillais pour l'INRA sur la notion d'écologisation de l'agriculture, et moi j'arrivais naïf et tout en disant, c'est produire des solutions localement adaptées. Et puis forcément, c'est travailler avec les paysans, c'est faire appel à l'intelligence collective, aux acteurs locaux et tout. Et Vlan, ce qu'on voit dans les gencives, c'est de dire non, attends, produire des solutions localement adaptées, les biotechnologies, l'industrie est capable de le faire. Avec la bonne carte des sols, avec les bons satellites, avec le bon GPS, avec l'agriculture de haute précision, etc. On va produire des solutions qui sont localement adaptées. Je me suis dit, effectivement, le localement, je ne l'utilise pas au bon endroit. C'est produire localement des solutions adaptées. Et donc, avec l'idée qu'en fait, ce faisant, en mobilisant l'intelligence collective, on donne l'ensemble des partenaires sur un territoire, c'est pas simplement l'éleveur avec ses brebis et sa prairie, mais c'est aussi tout l'ensemble. D'abord, de prendre en compte une situation qui est bien plus complexe que ce qui est capable de prendre l'industriel qui bosse sur le GPS ou des trucs comme ça. Faire prendre aussi comment le lait est valorisé. Enfin, ça peut avoir les périodes de traite, voilà, sur la façon dont on nourrit la brebis. Ça a forcément un impact sur le type de plante qu'on achète dans son système, par exemple. Voilà. Et là, je me défie à un industriel pour prendre ces niveaux de complexité dans son raisonnement. Et l'autre chose, c'est tous les aspects imprévus que génère la technologie. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on pense avoir tout maîtrisé, puis poum, on utilise un truc et d'un seul coup, ça produit des effets inattendus. Et après, on rame à contresens et tout ça pour essayer de trouver la technologie nouvelle qui va réparer ça. Quand on est sur du dispositif local, on a une capacité d'apprentissage, de réaction qui est bien plus élevée que d'attendre que la solution vienne des types qui ont conçu un truc, qui vous l'ont vendu, qui de toute façon se tapent de savoir après si ça ne produit pas ce que ça avait promis. Voilà. Et je ne sais plus quelle était la question. Ça me permet d'avoir fait la conclusion. Donc ceux qui veulent partir. Dans le même sens que Guy sur les sites,
Enfin, moi d'abord, je voudrais vous remercier pour les présentations de qualité que vous nous avez fait ce matin. Pourquoi merci? Parce que cette présentation montre qu'un autre monde en fait est possible. Qu'il y a des systèmes qui peuvent permettre de stimuler l'innovation sans passer par le brevet ou par d'autres formes qui sont plutôt en jeu commercial. Je schématise. Cependant, en fait, j'ai l'impression que vous arrivez à produire des innovations techniques, de nouvelles façons de sélectionner, etc. Vous arrivez à produire des innovations organisationnelles, de nouvelles façons de s'organiser, etc. Je pense personnellement, et c'est mon intuition personnelle, que le coup d'après, ça va être une innovation juridique, parce que à un moment donné se posera la question de la coexistence de ce modèle avec le modèle de l'humain, ou des pluralités de modèles existant avec le modèle de l'humain. Et cette question-là, juste pour nourrir la discussion, elle se pose récemment de façon plus vive dans le domaine numérique. Il y a eu pendant longtemps une forme de fermeture de brevets, etc. sur les logiciels. Il y a eu un mouvement de logiciels libres qui se voulait plus respectueux de l'utilisateur et du concepteur et permettant la reproduction et l'innovation de façon plus simple et décloisonnée. Et donc il y a eu quelque chose qui s'est créé qui s'appelle les Creative Commons. Commons, c'est bien commun, quelqu'un avait utilisé le terme ce matin. Et en gros, je revendique la propriété intellectuelle, mais je donne accès non seulement à la recette, mais aux matériaux de base pour faire l'innovation. Et je ne demande rien en retour, c'est juste ça. Et donc ça a explosé, ça a permis de vraiment, tous les logiciels produits sous licence libre étaient produits sous cette innovation juridique. Ça a vraiment permis de foisonner plein d'idées, plein d'initiatives et de dynamiser l'innovation. Cependant, là, cette année, au mois de mai, en France, les Creative Commons ont été attaqués. Et il y a un tribunal qui a condamné ça, notamment sur les vidéos et les audios, en disant que ça concurrence, ça casse le marché des distributeurs et Donc, je pense personnellement qu'il va falloir aussi réfléchir à ça, c'est-à-dire comment cohabiter, dire aux gens, ben voilà, si vous voulez un système d'innovation fermé, commercial, etc., allez-y, mais nous on revendique le droit de ne pas participer et d'être. Enfin voilà, je pense qu'un monde où tout serait partagé, commun, sans droit de propriété, ça fait aussi un peu peur, mais de dire qu'il y a un monde avec celui qui veut du brevet, un truc fermé, etc. Puis nous on ne veut pas ça, on revendique le droit de pas. Merci.